vous parler de la détection de signaux de gravité présismique dans le champ de gravité de la Terre observé par satellite, en considérant le cas du séisme de magnitude 9 qui s'est produit le 11 mars 2011 au Japon. Donc, ce séisme s'est produit à une frontière de plaques de type subduction, où on a une plaque océanique en bleu sur le dessin, qui rencontre une plaque continentale en vert et qui commence sa descente dans le manteau. Et dans certains segments des frontières de plaques, l'interface entre les deux plaques est bloquée. On pourrait utiliser une image un petit peu comme si elle collait. Et donc, quand la plaque avance, la plaque océanique avance, elle entraîne avec elle la plaque continentale qui recule, qui se bombe, qui se déforme, et jusqu'à ce que le seuil de rupture des roches soit atteint et que le séisme se déclenche. Et ces déformations de la plaque continentale sont mesurées très finement par géodésie spatiale, ce qui permet de repérer les zones qui sont sujettes à une rupture, mais n'a pas permis jusqu'à présent d'anticiper l'occurrence d'une rupture ni sa taille dans le court terme. Et donc, détecter des signaux présismiques dans le court terme, ça reste un challenge majeur en sciences de la Terre qui intéresse à la fois la science et la société. Où sur une vaste gamme d'échelles de temps qui vont de la journée à la décennie, des analyses rétrospectives après les événements qui sont faites de données de géodésie, de déplacements crustaux et de sismicité ont mis en évidence des déformations transitoires profondes et superficielles, une augmentation, une accélération de glissement asismique à l'interface des plaques près de la zone qui va rompre, ou une augmentation de la sismicité en profondeur dans la plaque plongée. Tout cela suggérant des interactions entre des processus de déformation profonds et superficiels à différentes échelles de temps avant une rupture. Mais en fait, pour comprendre l'initiation d'une rupture, il y a une lacune observationnelle qui est qu'on a du mal à caractériser le spectre complet des déformations de la plaque plongée. On y accède par la sismicité dans les fréquences sismiques, mais les déplacements crustaux ne sont pas très sensibles aux mouvements à partir de certaines profondeurs. Et donc, c'est l'intérêt de la gravimétrie satellitaire par la sensibilité aux redistributions de masse à toutes les profondeurs dans le système de subduction, de pouvoir venir compléter les autres observations géodésiques et géophysiques pour avoir une image plus complète du mouvement dans le système à l'interface des plaques, en frontière de plaques, et des mouvements en profondeur, et leur rôle possible dans l'initiation d'une rupture. Donc pour cela, on va analyser les variations spatio-temporelles du champ de gravité de la Terre, telles qu'elles ont été mesurées par la mission GRACE, ces variations de gravité, qui sont représentées ici, un exemple sur la carte en bas, elles sont fortement sensibles aux redistributions d'eau dans les enveloppes fluides, donc associées au cycle de l'eau, par exemple les variations de contenu en eau saisonnières dans les bassins hydrologiques, la fonte des glaces au niveau des calottes polaires, et dans une moindre mesure aux redistributions de masse interne. Donc on développe des méthodes pour l'identification de formes spatio-temporelles de manière à aller pouvoir extraire des signaux potentiellement associés à des déformations profondes des plaques plongées. Le principe va être de se concentrer sur des échelles spatiales intermédiaires par des transformées en ondelettes du potentiel, ensuite, à ces échelles intermédiaires, rechercher des variations de gravité qui suivent l'orientation des frontières de plaques, parce que ça constitue une contrainte géologique, en fin de compte. Et pour cela, on le fait en étudiant les gradients de gravité, qui sont les dérivées spatiales secondes du potentiel gravitationnel, et on considère les gradients horizontaux, où un gradient horizontal mettra en lumière une variation de gravité dans la direction perpendiculaire à la direction de dérivation, donc en se plaçant dans des repères bien choisis. De la sorte, on peut faire ressortir les signaux alignés avec les frontières de plaques. Et dans ces séries temporelles de gradients de gravité, on va chercher des variations abruptes au voisinage des instants de rupture par différentes méthodes. Ici, ce qui est fait dans cette présentation, c'est simplement un filtrage temporel où on va enlever les échelles de temps annuelles les plus grandes. Et ensuite, on va étudier la forme des anomalies qu'on identifie de la sorte. Donc là, la méthodologie sera de conduire une analyse spatio-temporelle des gradients de gravité sans connaissance de la rupture, parce que là, on a voulu se placer dans une optique un petit peu de type temps réel, où on ne sait pas qu'un séisme va avoir lieu, et donc on tronque les séries temporelles le mois d'avant la rupture. On ne sait pas quelle sera la suite de l'évolution de la série.
On calcule les gradients de gravité avec une résolution angulaire améliorée le long de l'orientation de la frontière de plaque par une méthode de croisement de faisceaux. On extrait les variations subannuelles dans les séries temporelles et on identifie les signaux de forte amplitude par rapport à la variabilité en chaque point au cours des années précédentes. De la sorte, on obtient des cartes d'anomalies et ensuite, on va aller tester la robustesse des anomalies qu'on a obtenues par comparaison de formes entre différents modèles de champ, ou on va aller tester leur sensibilité aux modèles de correction océanique, ou on peut le faire à d'autres modèles de sources par comparaison de formes spatiales. Donc pour ça, on a mis au point une méthode simple, en fin de compte, de comparaison de formes de signaux dans deux modèles de champ qu'on veut comparer, où ici, on a le signal A en rouge dans le modèle de champ numéro 1, qu'on compare au signal B en bleu dans le modèle de champ numéro 2, et on va quantifier objectivement la cohérence entre ces deux signaux avec deux paramètres K et S. K qui mesure la différence d'intensité relative dans la zone où les deux signaux overlappent, qui est marqué en vert, et S qui mesure la fraction de la magnitude totale d'un signal A, le rouge là, qui se trouve contenu dans son overlap avec le signal B. Donc de la sorte, on va caractériser l'accord en intensité et en distribution spatiale, et de la sorte, on peut tester quels signaux sont cohérents et à quel niveau de cohérence entre différents modèles de champ de gravité reconstruits à partir des observations brutes de mission, lesquels sont robustes aux modèles de correction océanique qui sont appliqués dans le traitement des observations, ou une combinaison des deux. Et donc, c'est comme ça que quand on applique la méthode au cas du séisme de Tohoku, donc pour rappel, qui s'est produit à l'interface entre la plaque pacifique qui plonge sous la microplaque Okhotsk, près, donc au large du Japon, dans une zone qui n'avait pas connu d'enregistrement historique d'un événement de magnitude 9, sauf peut-être en 869. Donc, quand on applique cette méthode, au mois de février 2011, qui est le mois qui précède la rupture, on arrive à mettre en évidence, dans les champs de gravité, qui sont ici les champs calculés par nos collègues du CNES à Toulouse, une structure d'anomalie dipolaire qu'on voit là sur les cartes zoomées à droite, qui est robuste à la correction océanique, puisqu'on voit qu'elle reste très proche, qu'on applique ou pas le modèle de correction de masse océanique, avec donc une structure dipolaire le long de la frontière de plaque. Alors ça, c'est typique d'une source interne. On l'a discuté dans un autre travail qui avait été présenté antérieurement, mais là, on le détecte dans une analyse systématique globale en aveugle. Alors, le caractère original, singulier de ce signal se mesure à sa magnitude, où là, nous avons fait une statistique des magnitudes des anomalies. Donc là, chaque anomalie que vous avez sur la carte, on calcule sa magnitude, qui est son intensité multipliée par sa surface, et on représente la distribution des magnitudes pour tous les signaux anormaux qu'on a trouvés comme ça depuis juillet 2004 jusqu'à février 2011. Et on voit que les anomalies avant le séisme de Tohoku atteignent des quantiles très élevés dans les distributions. Et ça, c'est vrai, quels que soient les paramètres qu'on a choisis, K et S, pour les tests de robustesse des anomalies. On dépasse le quantile à 99% sur les distributions dans les océans et à 97,5% sur tout le globe et sur toute la période. De la même manière, on réapplique la méthode pour extraire les signaux cohérents entre différents modèles de champ de gravité issus des mesures Grace, où ici on compare les modèles calculés par le CNES-GRGS à droite, à gauche, avec ceux calculés par les collègues américains à droite, où on note avec ou sans application des corrections océaniques qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Et on note un bon accord entre les deux autour du Japon, en particulier sur le lobe positif du signal. Et si on cherche les signaux qui sont les plus cohérents sur ces cartes-là, ce lobe positif fait partie des plus robustes, des plus cohérents entre les deux. Et de la même manière, on peut étudier comment le signal positif se place dans la distribution, dans la statistique des magnitudes de tous les signaux qu'on trouve dans les champs américains, et on atteint à nouveau des quantiles très élevés. On a aussi étudié l'unicité temporelle sur la zone, et ce signal est unique temporellement. Dans le cas des champs de gravité français, il y a une seule anomalie comparable qui a précédé dans le cas des champs de gravité américains.
Donc on a proposé comme explication qu'il reflétait une diminution de masse associée à un étirement de la plaque plongée vers 250 km de profondeur dans le manteau à mesure qu'elle avance dans le manteau. Et donc en conclusion, notre analyse, nous avons pu repérer dans une analyse systématique en aveugle le caractère singulier du signal avant le séisme de Tohoku. Il sort automatiquement, il se repère à travers sa forte magnitude, sa bonne cohérence entre différentes solutions RACE et sa structure dipolaire qui est typique d'une source interne, ce qui confirme une nature présismique que nous avions proposée précédemment à partir d'une analyse locale dans le contexte japonais, ce qui montre qu'on peut identifier avant un séisme des variations anormales de gravité le long des frontières de plaques susceptibles de refléter des processus de déformation profonde des plaques subduites, et ça ouvre des perspectives pour un suivi systématique global, un monitoring global des zones de subduction pour détecter des mouvements épisodiques profonds des plaques qui pourraient précéder des glissements plus superficiels et des pré-chocs et constituer une contribution possible de la gravimétrie spatiale pour l'estimation de l'aléa en zone sismique. Voilà. Merci. Pour un respect parfait du temps. On a du coup le temps pour une question peut-être. Oui. Bonjour. Du coup, sur la prédiction des séismes, vous pouvez prévenir, vous pouvez voir qu'il va y avoir un séisme. Vous pouvez voir à peu près aussi la magnitude. Enfin, vous avez des idées sur à quel point ce sera un séisme violent. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on met en place en fait? Parce que concrètement, c'est des zones qui sont assez étendues. Donc ça touche beaucoup de gens des séismes de cette taille. C'est mettre en place des déplacements de population, c'est en discuter. Quel genre d'action vous pensez qui est intéressante une fois qu'on a ce genre de prédiction? Alors là, ce que je pense, c'est qu'il faut avant toute chose poursuivre le travail d'observation et de documentation de ce type de signal, parce que là, on l'a observé jusqu'à présent dans 2 cas. Cet exemple-ci, et puis l'exemple du séisme du 27 février 2010 qui avait eu au Chili près de Concepción. Donc 2 cas, c'est encore un peu trop limité pour pouvoir généraliser. Ce qu'on aimerait faire, c'est de poursuivre les investigations pour savoir si, à chaque fois qu'il y a une grande rupture, il y a ce type de déformation qui est détecté avant. Si inversement, il peut arriver qu'il y ait ce type de déformation de détecter, mais pas de rupture qui arrive après. S'il y a un seuil dans la magnitude, où au-dessus d'une certaine magnitude, on observe ce type de déformation, mais en dessous, on ne l'observe pas. C'est tout ça qu'il faut documenter, en fait, et qu'on a besoin de connaître avant de pouvoir aller plus loin dans les mesures préventives, je dirais.